Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur Point de Mire. Avec moi ce soir sur le plateau, Aboubakr Noul-Sidi, rédacteur en chef de Tawari, bonsoir. Et monsieur Dedder Fadel, directeur de publication de Maurice Sahel, bonsoir. Bonsoir. Donc nous sommes à 45 jours des élections présidentielles et à quelques heures de la clôture des dépôts de candidature à la présidentielle. Le Conseil constitutionnel avait reçu 2 dossiers hier, ceux du président sortant Mohamed Abdelaziz et de Boïdjel Ould-Homeid, président du parti d'opposition d'El Wiham. S'y sont ajoutés donc aujourd'hui les dossiers du président d'IRA, Biram Ould Daoulabeid, de Lalamet Moula Idriss, d'Ibrahima Mortar Sarr. Et selon mes dernières informations, Ahmed Salem Ould-Bouhbeini serait le 6e de la liste des candidats. Évidemment, les dossiers doivent être encore examinés par le Conseil constitutionnel. Nous allons donc, avec mes invités, passer au crible toutes ces candidatures et peut-être évaluer aussi les chances de chacun d'entre eux. Commençons déjà par le président sortant. Il avait remporté les dernières présidentielles au premier tour avec 52%. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, ça sera rebelote, premier tour? Il est très important de signaler ici que les chances du président sortant sautent aux yeux, parce que c'est un président déjà qui a... C'est le favori selon vous? Selon nos informations et selon ce qui se passe sur le terrain, c'est le grand favori. Parce que c'est un président déjà qui a, bien avant même l'élection présidentielle qu'il a conduit à la magistrature suprême, il a pu réaliser beaucoup de choses, y compris des infrastructures, y compris l'éducation, y compris aussi la santé et l'alimentation. Donc vous pensez que sur le plan économique, il est bien placé? Sur le plan économique, son bilan lui donne une certaine avance. Son bilan tout dernièrement, lors de la sortie du Premier ministre devant l'Assemblée nationale, il a évoqué les grands axes de l'économie mauritanienne. Il a aussi cité les points forts de cette économie. Donc cela veut dire que l'économie durant les 5 années qui viennent de s'écouler, ça veut dire que le président peut compter sur sa réélection. D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres aspects, en tout cas, de son mandat qui jouent également en sa faveur? D'autres aspects, là, nous pouvons dire par exemple la santé, nous pouvons dire les infrastructures de base, nous pouvons dire aussi les relations internationales. La Mauritanie s'est implantée de façon très concrète et cela a même reflété son image sur le plan international. Et aussi avec les relations de bon voisinage. Et là, je peux revenir aussi un peu sur l'intérieur. Ça veut dire que l'état civil s'est amélioré de façon très concrète et de façon aussi très fiable. Mais il y a un point qui peut un peu toucher à cette élection qui est à l'horizon, c'est le boycott. Le boycott des élections par le FNDU et l'APP. Et l'APP qui fait partie de l'AKP, effectivement. Ouais. Là, ça peut un peu toucher à cette élection, non seulement que ça peut toucher sur le taux de participation. D'accord. Ça peut toucher sur le taux de participation. Et, nous avons vu un boycott de la cote, par exemple, pendant les élections législatives et municipales, et pourtant la participation était de 75%. Premier tour. Très bien. Là, les populations étaient mécontentes, parce qu'ils ne s'attendaient pas au boycott de l'opposition. Et c'est ce qui a donné une grande chance aux 2 grands partis, ou bien 2 partis dont l'un est naissant, ça veut dire l'UIAM et Tawassoul. Ça, ce sont les électeurs, les militants et sympathisants de la Côte qui ont voté pour ces 2. La majeure partie d'entre eux. Ça, parce que ça, nous étions des informations et nous étions sur le terrain. Donc, ça a un peu affaibli le pourcentage du boycott. D'accord. Donc, Dedder Fadel, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous pensez que Aziz a gagné la bataille d'avance? Je vais rejoindre mon confrère sur le point que le président Aziz a été élu en 2009 avec un taux de 53%, juste pour son programme électoral. Et je pense qu'il sera bien
réélu pour avoir réalisé ce programme électoral. Parlons un petit peu de son programme électoral, c'est les slogans qu'il avançait, tels que le président des pauvres, non à la gabégie. Est-ce que vous pensez que sur ce genre de thème, il a gagné? Je pense qu'il y a eu un grand avancement. Un grand avancement en matière de lutte contre la pauvreté et aussi en matière de lutte contre la gabégie. On sait bien qu'aujourd'hui, les pratiques de l'époque de l'exception ne sont plus dans l'administration mauritanienne. De l'époque de l'exception. Vous parliez de quelle époque en disant ça? Je parle de l'avant 2008. L'avant 2008, d'accord. Et plus précisément de l'avant 2005. D'accord. Oui. Donc, donc le régime de Taïwan. Oui. D'accord. Donc, toutes ces pratiques ne sont plus présentes aujourd'hui. En matière de lutte contre la pauvreté aussi, il y a eu pas mal d'avancements. Les pratiques de corruption ne sont plus présentes en Mauritanie. Je ne dirais pas qu'elles ont disparu à 100%, mais à un taux très élevé par rapport au passé. Elles ne sont plus flagrantes comme à la vieille époque. Donc je pense que ça a été un succès dans ce sens. Et Transparency International qui place la Mauritanie 119e sur 177 pays sur le plan de la lutte contre la corruption. Qu'est-ce que vous en dites? Là, revenons d'abord à la transparence de Transparency International. Elle-même. Donc la réponse du président de la République à cette question même. Oui, la réponse était pertinente. Selon vous. D'accord, très bien. Qu'est-ce que vous pensez? La Mauritanie est un pays corrompu? Là, sous le mandat de Aziz. Là, moi, je ne crois pas à cela parce que comment peut-on dire que la Mauritanie est corrompue et que le pouvoir en place a lutté contre la corruption, contre la gabégie et aussi des personnes même accusées d'avoir détourné les deniers publics ont été traduits, ont été arrêtés, certains ont été traduits. Vous faites allusion à qui? Là, il y a eu des ministres ou bien des gens qui avaient des postes de ministres, tels que l'ex-commissaire aux droits de l'homme, d'autres personnes que nous connaissons. Et cela. Et d'autres aussi ont été arrêtés, ont été par exemple obligés à rembourser l'argent qu'ils ont détourné. Et ça entre dans quoi? Ça entre dans la gestion. La gestion des deniers publics, la transparence. Donc, on ne peut pas dire que la Mauritanie est un pays corrompu. Donc, vous parliez tout à l'heure de l'état civil ou de progrès en ce qui concerne l'état civil. Que dites-vous, par exemple, des protestations de certaines associations ou certains groupes ou certains partis politiques, d'ailleurs, qui déclarent que le recensement est discriminatoire en Mauritanie? Bon, là, moi, je veux dire une seule chose. Au début de l'enrôlement, ça a posé problème pour certaines personnes. Certaines personnes qui ne s'étaient pas recensées auparavant, avec le RANVEC. Donc, ça les a posé des problèmes. Et des personnes aussi qui ne détenaient pas de pièces d'état civil. Mais l'enrôlement actuellement, quand vous venez devant même des centres d'enrôlement, c'est très rare que vous voyez des personnes. Parce que la majeure partie des personnes sont enrôlées. Ceux qui détiennent des pièces d'état civil fiables qui les permettent de se recenser. Parce qu'on ne peut pas recenser n'importe qui. Nous, en tant que journalistes, nous étions sur le terrain. On a visité pas mal de centres d'enrôlement. En Nouakchott et à l'intérieur du pays. Et nous avons reçu, par exemple, des plaintes, mais aussi... Vous pensez que les procédures sont claires et qu'elles sont suivies à la lettre? Oui, c'est auparavant que ça a posé peu de problèmes pour les gens. Parce qu'il fallait appeler le notable, il faut qu'on demande le notable s'il connaît telle ou telle personne. Mais cette procédure a été mise à l'écart parce qu'elle ne pouvait pas aller avec la réalité des choses. Parce qu'il y a des notables, il y a des gens qui ne sont pas nés à Nouakchott. Donc, et qui maintenant vivent à Nouakchott, on ne peut pas demander, par exemple, le notable d'Elmina ou de Sabra ou de Tebrakzen, est-ce qu'il connaît tel ou tel? Moi, par exemple, je suis né au Trarza et je me suis enrôlé ici à Nouakchott. Donc, on ne peut pas demander le notable d'Elmina ou bien de Riyad, est-ce qu'il me connaît? Parce que ça a été un peu... Les autorités ont rectifié cette erreur. Donc, et les choses marchent comme il faut. Maintenant, quand vous visitez les centres d'enrôlement, c'est très rare que vous voyez des films. D'accord. Ouais. Vous êtes tous les deux d'accord que le bilan de Aziz est un bon bilan positif.
en tout cas de ce que j'entends de vous deux. Donc, quels seraient les points faibles de Aziz ou de son bilan? Les points faibles, moi je peux énumérer 2 à 3. C'est l'échec d'une ouverture politique envers l'opposition, et surtout la coordination de l'opposition démocratique. Un. Deuxième point, comment peut-on gérer un pays et ne pas faire participer l'opposition? L'opposition, c'est presque la clé. Parce qu'un gouvernement, d'accord, c'est un gouvernement élu, dont le président est élu démocratiquement, d'accord, mais aussi il fallait associer les autres à la gestion du pays. Demander leur conseil. Par exemple, des personnes comme le leader de l'opposition démocratique, Ahmed Dada. Donc vous êt en train de dire très clairement que Aziz ne joue pas le jeu démocratique. Là, non. Je ne peux pas le dire parce que comment il peut ne pas jouer un jeu démocratique et qu'il est élu démocratiquement? Parce que aussi, il faut appeler les choses par leur nom. Mais pour moi, le point faible, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas eu une ouverture politique purement démocratique. Ce que cela veut dire, associer le leader de l'opposition démocratique. Parce que depuis que le président Mohamed Abdelaziz est au pouvoir, je ne me souviens pas s'il a eu une rencontre entre lui et le président de l'opposition démocratique. S'il y en a eu. Entre lui et le président de l'opposition démocratique, vous voulez dire monsieur Ahmed Dada. Monsieur Ahmed Dada, qui n'est pas président de l'opposition démocratique. Vous voulez dire peut-être Ould Babemine, président du FNDU? Non, je parle en tant que président le leader de l'opposition démocratique. Parce qu'auparavant, il a été leader. Parce qu'avec l'Assemblée sortante. D'accord. Oui. Pardon, j'aimerais rebondir sur d'abord, avant de passer à l'ouverture politique. Sur le point faible du bilan de Aziz, ou les points faibles? J'aimerais rebondir sur un autre point, celui de l'enrôlement. L'enrôlement biométrique, je ne vois pas d'erreur comme mon confrère Aboubakrine. Je vois plutôt un manque de communication au début de l'enrôlement qui a conduit à un dérapage d'où sont nés les mouvements auxquels vous avez fait allusion. Il y a un manque de communication au début et c'est de là que c'est né. Et aujourd'hui, comme a dit Aboubakrine, on voit clairement que tout le monde est presque enrôlé. Donc il fallait juste bien communiquer. Donc ces gens-là il fallait bien communiquer. Mauvaise stratégie de com, ces gens-là sont... Mauvaise stratégie de com, je ne dirais pas mauvaise, mais une stratégie de communication qui avait de grands déficits au début. Et vous pensez qu'avec le Ravel complémentaire aujourd'hui, qui s'est clos aujourd'hui, vous pensez que c'est ce genre de... Pas le Ravel, l'enrôlement déjà. L'enrôlement d'abord. L'enrôlement, on est déjà à plus de 2,5 millions, à presque 3 millions, je pense. Et bon, je ne suis pas d'accord aussi sur le point de l'ouverture politique. Ça n'a jamais manqué. On a depuis l'élection de 2009, le dialogue a été toujours ouvert. Le gouvernement a toujours appelé au dialogue, le président lui-même, et il continue jusqu'à l'instant. Un premier appel a été fait en 2010-2011, ça a conduit au dialogue national, ça a été boycotté donc, par la CODE à l'époque. Donc le gouvernement a toujours été ouvert au dialogue. Donc l'opposition, en gros, est responsable de l'échec du dialogue aujourd'hui. Du dialogue, celui d'aujourd'hui, effectivement, parce que les justifications qu'ils ont données ne sont pas du tout convaincantes. Le fait qu'ils ont été surpris par la convocation du collège électoral dans leur conférence de presse directement après la convocation. Ils disent qu'ils étaient surpris de cette convocation et dans le communiqué qu'ils ont dit à la presse, ils disent qu'ils avaient fermé l'œil à cette convocation et qu'ils voulaient bien poursuivre le dialogue. Ils disent plus précisément que la convocation du collège électoral est contraire à l'esprit du dialogue, en fait. Et que convoquant le collège électoral, le président Aziz n'allait certainement, ou en tout cas montrer une certaine intention de ne pas reporter les élections présidentielles. On ne peut pas reporter.
ce sont des délais constitutionnels. La convocation du collège électoral, selon l'article, si je me rappelle bien, l'article 21 de la loi portant sur l'organisation des élections, la convocation du collège électoral doit être faite au moins 60 jours avant le jour du vote. Et c'était le 20-21 avril. Donc, les délais constitutionnels doivent être respectés. On ne peut pas tomber dans le même piège du report des élections. On en est tombé en 2011. Ils ont appelé au report pour l'organisation d'un dialogue. Ils ont boycotté ce dialogue. Et après un report de 2 ans, ils ont quand même boycotté les élections. Donc là, ce sont des élections plus sensibles. Là, c'est la légitimité du président de la République. Donc le report ne peut pas avoir lieu. Mais le dialogue pouvait bien se poursuivre. Les représentants du FNDI au dialogue avaient demandé un calendrier de 12 jours. Un calendrier de 12 jours qui devait se terminer vers la fin du mois d'avril. Les représentants de la CAP et de la majorité avaient accepté ce calendrier, avaient accepté l'ordre du jour rédigé par les représentants du FNDI, celui qui portait sur la création de la mise en place d'une atmosphère de confiance et la mise en place d'un calendrier. Et il demandait la rédaction d'un procès verbal, un procès verbal selon lequel la majorité et le gouvernement s'engage à exécuter les résultats du dialogue. C'était les 3 points, de l'ordre du jour. Les représentants de la majorité avaient accordé ce point. Donc, celui des 12 jours, pardon, parce qu'il y a sur le calendrier, il y a une divergence, parce que la majorité demandait 4 pour finir avant la convocation, avant le 20 avril. La CAP demandait 8. Et les FNDI demandaient 12. Et en fin de compte, ils ont adopté le 12 et ils se sont engagés à faire le procès verbal. Et tout à coup, ça a été la rupture. C'est clair. Donc le deuxième candidat à avoir déposé son dossier hier, c'était Bouedjel El-Homeid. Est-ce que Bouedjel El-Homeid est un candidat de taille face à Aziz et au bilan que vous venez tous les deux de citer? Bon, Bouedjel El-Homeid, c'est un ancien des pouvoirs qui viennent de se succéder en Mauritanie. C'est quelqu'un qui a travaillé après l'indépendance. Il a travaillé aussi avec le président Mahamadou Souleymane Taïa. Il a travaillé aussi avec Sidi Ould Cheikh Abdallah. Et aussi et là aussi, il est là maintenant président d'un parti politique. Donc c'est quelqu'un qui est très connu, c'est quelqu'un qui connaît bien les gouvernements qui se sont succédés. Et c'est un homme aussi qui a un poids. Et surtout dans certaines villes de la Mauritanie, parce que si on revient un peu sur le nombre de conseils municipaux qu'il a, l'UAM a 165 conseils municipaux et a 10 députés. Donc ça, c'est quelque chose à ne pas négliger. Et aussi, la personnalité même de Bouedjel joue un rôle très important dans le parti. Mais ce qu'il faut souligner, c'est quoi? C'est le départ de 2 grands ténors, qui sont Baba Ould Sidi et Mohamed Yahoui. Ces 2 hommes jouaient de très grands rôles dans le parti. Et aussi, c'est des gens qui ont pu drainer derrière eux des masses et des électeurs qui ont voté pour ce parti. Mais Bouedjel, en tant que personnalité politique, elle est très influente. Comment est-ce que vous évaluez ses chances aux élections présidentielles? Là, bon, je ne veux pas anticiper les choses, mais pour répondre à votre question, on peut classer Bouedjel comme étant 2e après Ould Abdelaziz. Selon vous? C'est votre pronostic? Ça, c'est son pronostic. Très bien. Et donc, Bouedjel El-Homeid? C'est pas mal comme pronostic. Bouedjel sera bien un candidat de taille. Je ne dirais pas un adversaire de taille, vu le bilan dont on vient de parler, mais un candidat de taille qui pourra bien avoir autour de lui déjà les adhérents de l'UIM, leurs conseillers, les masses qui les suivent. Et il aura sûrement aussi à côté de lui les quelques-uns qui s'attachent encore à l'époque d'exception. Parce qu'on reconnaît à Bouedjel d'avoir été fidèle à cette époque, en 2005, après le mouvement rectificatif. Donc il y aura certains. Donc je pense que Bouedjel pourra bien s'en sortir avec un score honorable. D'accord. Il y a également les 4 autres candidats qui sont tous indépendants.
On a Biram Boulid Abeid qui avait tenté d'avoir un parti, le RAG, qui a été interdit. Lalla Mariam Moulay Idriss, Ibrahim Mokhtar Sarr, qui est président de la GDMR. Donc on va commencer par Ibrahim Mokhtar Sarr. Bien. Là, c'est une personnalité qui a l'expérience dans le cadre de se présenter dans les élections, parce que je crois qu'il doit être à sa deuxième ou troisième candidature. Et il a un discours. Et Ibrahim Mokhtar Sarr, c'est une personnalité qui a un discours très ouvert. Mais la chance n'a pas soufflé pour Ibrahim Mokhtar Sarr, vu les moyens. Parce que c'est un parti, la JDMR, c'est un parti qui ne dispose pas de moyens et qui n'arrive pas. Moi, j'ai pu. Les moyens financiers. Les moyens financiers, parce que j'ai pu le suivre durant ces 2 dernières candidatures. Son parti n'arrivait pas à sillonner la Mauritanie. Faire les villes de la vallée, la capitale économique, Zouairat, Nouakchott. Donc c'est un parti qui ne s'est pas encore très bien installé. D'accord. Oui. Parce que là, nous connaissons tous que les moyens financiers et matériels jouent un rôle très important, surtout dans les compétitions pareilles. Et surtout une élection présidentielle. Donc là, je ne néglige pas le taux que pourra réaliser Ibrahim Mokhtar Sarr, mais les moyens, si par exemple les choses ne sont pas améliorées à ma connaissance, quand même les moyens font défaut. Donc, et ça peut jouer sur son élection. Ibrahim Mokhtar Sarr donc, a un déficit financier qui pourrait jouer en sa défaveur. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que tout comme Boydjel, Ibrahim Mokhtar Sarr pourra bien avoir les votes des masses de ceux qui ont boycotté, les FNDI et l'APP. Ils ont quand même une certaine représentativité relative et ces masses, le boycott n'a pas été justifié correctement, donc les populations ne suivront pas obligatoirement, et Boydjel et Sarr qui sont de l'opposition sont les plus favorables à avoir ces votes. Très bien, donc on a très peu de temps, on va passer aux candidats indépendants. Biram Boulid Abeid, Lalla Mariam Moulay Idriss, également Ahmed Salem Bouhbeni. Un mot sur chacun peut-être ? Bien. Pour Lalla Mariam Moulay Idriss, c'est une femme de l'Est, c'est une femme aussi qui avait travaillé et qui travaille dans le gouvernement. Je crois, à ma connaissance, je crois qu'elle est présidente du conseil d'administration à l'AMI. Mais les femmes ont peu de chance. C'est la première femme à se présenter aux élections présidentielles. Oui, pour cette fois-ci, non, auparavant, il y avait d'autres. Ah, d'accord. Et la chance n'a pas sonné pour ces dames. Donc, parce que une femme qui se lance dans une course avec des hommes, je ne crois pas qu'elle pourrait les devancer. Ah, donc ça sera ça son point faible. Oui. Et donc, en ce qui concerne le Salem Bouhbeni, c'est un opposant au pouvoir en place. Et il reproche beaucoup de choses au pouvoir. Mais en tant que président... c'est qu'il n'a pas une assise populaire. Une assise populaire, ça je ne connais pas. À ma connaissance, je ne connais pas parce que je n'ai jamais eu la chance de m'approcher de lui. Mais aussi, je ne sais pas s'il pourra avoir quelque chose durant cette élection. Et pour ce qui est de Biram Boulid Abeid, c'est le président d'un mouvement non autorisé. Et c'est quelqu'un qui a des mouvement non autorisé. D'accord, très bien. C'est le mouvement IRA. Donc aussi c'est quelqu'un qui a une ou deux fois rencontré des problèmes avec le pouvoir en place, vu des manifestations et autres. Et son discours, selon moi, son discours pose des points d'interrogation. Son discours pose des problèmes. Voilà ce qu'il dit aujourd'hui. Il dit qu'il est le candidat de tous les Mauritaniens sans distinction de couleur de race. Vous ne le croyez pas?
Parce qu'aujourd'hui, quand il était devant le Conseil constitutionnel, c'est très important. La Mauritanie est un pays qu'il faut toujours chercher à unir. Parce que la division n'a pas de place entre les Mauritaniens. Et c'est une population très sensible. Donc, il faut toujours veiller à son discours. Pour garder la paix, la quiétude et la tranquillité. Oui, mais que dites-vous de ce qu'il dit aujourd'hui? Le candidat de tous les Mauritaniens sans distinction de couleur ou de race. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. C'est ce que chacun souhaite. Mais n'oubliez pas aussi ce que je viens de dire. Ok, il me reste une minute pour vous. Une minute pour couvrir les trois. Très rapidement. Donc, je vais d'abord dire que apparemment vous les avez classés par le score. Vous pensez? Je pense, oui. Non, pas du tout. En fait, je les ai classés par ordre de dépôt. C'est mon pronostic pour les résultats. Commençons par Madame Lale. Elle n'était pas active politiquement, donc je ne pourrais pas dire grand-chose à propos d'elle, sauf qu'on est content de voir une femme dans la compétition. À propos de Biram et de Bouhoubaini, ces deux ont toujours cherché à faire de la politique sous d'autres casquettes. Et Biram faisait la politique sous la casquette de l'IRA, et les droits de l'homme, entre griffes. Et aujourd'hui, on peut dire que le masque est tombé. Il s'engage pour des élections, l'élection présidentielle. Pour la phrase qu'il affirme, vous avez dit qu'il est le candidat de tous les Mauritaniens. Je pense que Birama a parlé d'unité trop tardivement. Pour Bouhoubaini, lui et autres, a toujours fait de la politique sous la mauvaise casquette, celle de l'Ordre national des avocats. Parce qu'on peut bien voir durant les dernières années que l'Ordre national des avocats était très impliqué dans les affaires politiques. Maître Bouhoubaini faisait des déclarations à son titre de bâtonnier, des déclarations politiques. Donc sa candidature, lui autre, n'est pas surprenante. Pour les deux, c'est leur occasion de faire leur entrée. Par contre, on a oublié de parler du boycott de l'APP. J'avais juste un point que j'aimerais... Très bien, vous pouvez y aller très rapidement. Oui, le boycott de l'APP, qui est l'unique parti de la CAP qu'il a déclaré. Je pense... Vous pensez que la CAP a implosé? Non, je ne pense pas que la CAP l'a imposé, mais je pense que Massoud plutôt, a eu un très bon score en 2009, 17%. Et le score des dernières législatives n'était pas à la hauteur pour l'APP. Et comme on dit, il faut mieux quitter la piste pendant que l'on est applaudi. Je pense que c'est la seule raison pour le boycott. Très bien, merci à vous deux d'avoir accepté mon invitation ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah.